Bonsoir à tous, bienvenue. Eh bien, c'est le rendez-vous de vos chroniqueurs pour des éclairages et analyses de factures sur de grands sujets. Merci de vous joindre à nous pour tout savoir et tout comprendre. Le Bénin se prépare à des élections historiques et la présidentielle en vue retient les attentions. Au sommaire ce soir, un sujet qui agite les esprits et alimente les passions. Il s'agit du Dauphinat. Dans un objectif de sauvegarde de l'héritage politique, eh bien, le choix du dauphin reste une question brûlante pour les régimes en Afrique face à une pléthore de prétendants à la succession du chef. Identifier le profil idéal et le faire accepter se révèle bien souvent un véritable défi pour les dirigeants en fin de règne. Alors, à la quête du dauphin, comment se dessine l'approche dans le contexte politique béninois, aujourd'hui marqué par un nouveau type de système partisan? Le chef de l'État sortant est-il vraiment préoccupé par la désignation d'un dauphin? Qu'en sera-t-il du choix à opérer le moment venu, mais aussi de la participation des partis pro-pouvoir? Et puis, quel écho la sélection d'un dauphin aura-t-il dans la classe politique et dans l'opinion, et quelle est la clé pour garantir son élection, c'est-à-dire miser sur le bilan du mentor, s'inscrire dans la continuité des actions ou se réinventer pour espérer gagner le vote des électeurs. Entre jeux de couloir, tractations et intrigues, les enjeux politiques sont grands. Ce soir, nous essaierons de saisir les subtilités autour de la question du Dauphinat. Merci d'être avec nous. On s'installe avec la météo politique de Alberto Mardoché-Gounou. Alberto Mardoché-Gounou, bonsoir. Bonsoir Christian, dans les amis téléspectateurs, bonsoir. Pour ce numéro du Grand Rendez-vous, vous nous faites découvrir cette institution nouvelle, la Cour des comptes. Oui, Christian, à Dandédian, elle ne tient ni parapluie ni baromètre, mais elle contrôle les finances publiques. Institution indépendante des pouvoirs exécutifs et législatifs, ces décisions s'imposent à toutes les autorités et juridictions de notre pays. Bienvenue à la Cour des comptes. Voilà, justement, quelle est la petite histoire autour de la Cour des comptes au Bénin? L'histoire de la Cour des comptes remonte avant l'indépendance du Dahomey en 1960, dans la première constitution. En ce moment, on parlait de la session des comptes qui était une juridiction financière chargée du jugement des comptes de la République, des collectivités, des établissements publics. Après l'indépendance est née la Chambre des comptes, une des quatre composantes de la Cour suprême jusqu'à l'avènement de la Conférence nationale de février 1990, où des ordonnances prises ont connu des modifications pour s'adapter aux réalités des différentes époques. Ensuite, le Bénin, pour répondre aux directives du traité de l'UEMOA de 1994, rappelant l'intérêt et l'urgence de la question de la création de la Cour des comptes, que les différents gouvernements qui se sont succédés au Bénin depuis 1996 ont mis en place des comités en charge de préparer les projets de test. C'est ainsi que du président Mathieu Kérékou à Boniaï, ces comités ont travaillé à l'élaboration des tests et à la conduite du processus de création de la Cour des comptes. C'est finalement sous le régime du président Patrice Talon, à la faveur de la révision constitutionnelle de novembre 2019, que nous verrons la création de la Cour des comptes. Voilà, quelle est alors la raison d'être de la Cour des comptes et sa mission? Retenons tout simplement en petit temps que la Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics. En petit 2, elle vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière ou bénéficiant des fonds publics. En troisième position, elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques et c'est elle qui veille au bon emploi des fonds publics. Quatrième position, ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Cinquième niveau, elle s'impose au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. Au thème donc, Christian Dadija, des dispositions de l'article 7 de sa loi organique, la Cour des comptes a pour mission d'abord la sauvegarde du patrimoine public. Ensuite, la transparence dans la gestion des finances publiques. Après, le contrôle de la sincérité et de la régularité des opérations de recettes et de dépenses de l'État.
des collectivités publiques et des autres organismes soumis à son contrôle. Après, l'amélioration des méthodes et techniques de gestion des organismes publics. Et ensuite, l'évaluation des politiques et programmes publics. Enfin, la rationalisation de l'action administrative. Venons à présent à l'organisation de l'institution, notamment sa composition. Nous faisons ici recours à la loi organique qui structure la Cour des comptes autour de 3 organes complémentaires. D'abord, le siège qui regroupe les magistrats chargés du contrôle, du jugement et du suivi de la gestion des finances publiques. Après, le parquet général, dirigé par le procureur général, il veille à la bonne application des lois et règlements financiers. Enfin, le greffe central qui assure la gestion administrative et la conservation des archives de la Cour. L'institution, il faut noter, est actuellement dirigée par Maître Ismat Bio Tchane Babadou. Elle a été nommée le 28 avril 2021 par le président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est très important, il faut le noter. Elle devient ici la toute première personne et la toute première femme à diriger la Cour des comptes depuis sa mise en place en 2021. Il faut rappeler, pour finir, Christian et Adadida, c'est très important, il faut noter à nos amis téléspectateurs que pour les élections générales de 2026, la Cour des comptes a son mot à dire. Justement, dans le contrôle de la gestion des fonds de campagne par les partis politiques et les acteurs politiques. Alors passons à présent à l'essentiel de l'actualité au Bénin, cette semaine qui s'achève. D'abord, cette mobilisation des jeunes militants en vue des élections générales de 2026. Les jeunes militants politiques s'activent au sein des structures de base de leur parti sous forme de sous-commission de cellules départementales. Cette mobilisation vise à assurer une représentation significative lors des prochaines élections générales. Il plaide pour une législation imposant un quota de jeunes sur les listes électorales à l'instar de la discrimination positive faite aux femmes. Justement, la discrimination positive, un peu comme nous l'avons vu à l'issue des élections de 2023 avec les 24 femmes que nous avons au Parlement. Alors, devrait-on parler de crise au sein du mouvement Objectif Bénin 2026? On note en tout cas cette assemblée générale extraordinaire tenue les 2 et 3 mai à Cotonou. Des membres du mouvement OBV6 ont exprimé leur mécontentement envers le président Jean-Eudes Mitokpe, l'accusant de gestion unilatérale et d'orientation politique contraire aux valeurs du mouvement. En conséquence, Jean-Eudes Mitokpe a été exclu, le bureau national dissous et le mouvement rebaptisé Nouvelle Dynamique pour le Progrès avec juste Rifat Mitokpe à sa tête. Et puis des réactions aux déclarations du porte-parole du gouvernement sur des tentatives de déstabilisation du Bénin. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, a évoqué l'existence d'officines visant à déstabiliser le Bénin. En réponse, Candide Azanaï, président de Restaurer l'Espoir, a dénoncé une stratégie de manipulation politique visant à instaurer un climat de peur à l'approche des élections. Dans ses propos, il appelle l'exécutif à cesser ce qu'il considère comme une instrumentalisation du discours politique. Parlons à présent de cette position, celle des confessions religieuses sur les appels à la relecture du code électoral. Le cadre de concertation des confessions religieuses, après avoir plaidé pour une relecture du code électoral en vue d'élections apaisées en 2026, semble désormais se retirer de cette démarche. Michel Aloko, membre du cadre, a déclaré que les confessions religieuses ne peuvent imposer une telle relecture au chef de l'État, préférant se concentrer sur la prière pour un meilleur choix électoral pour le peuple béninois. On va finir avec le médiateur de la République qui était en visite chez Maître Adian Ngouidji à Porto-Novo. C'est dans le cadre de sa mission de promotion du dialogue politique, le médiateur de la République Pascal Hessou a rencontré le lundi 5 mai 2025 l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngouidji, à sa résidence au Ducati à Dina à Porto-Novo. Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations initiées par le médiateur auprès des grandes figures politiques du pays. Voilà, jetons un coup d'œil sur la carte des partis politiques. Quel temps fait-il? Pour ces partis qui bougent à l'UPR, c'est comme une saison sèche dans laquelle la pluie menace de tomber.
Les tam-tams résonnent fort du nord au sud. Le parti fait danser ses cadres sur le terrain comme des gouttes de rosée en pleine transhumance. La stratégie, c'est comme semer l'engrais pour récolter abondamment les suffrages en 2026. Son ciel semble clair, avec des risques de recalage pour les candidats non agréés par la hiérarchie. Ça flotte pas, mais ça filtre sévère. Du côté du bloc républicain, prévision, vent sec et sable mouvant. Le BR, c'est le parti qui ne parle pas fort, mais qui construit ses lignes dans tous les coins. Des tournées discrètes, des réunions de proximité, des clins d'œil stratégiques. En vérité, ils font comme en période d'amatin, ça pique un peu, ça assèche les lèvres, mais ça prépare le terrain pour une poussée électorale. Moralité, le BR peut être silencieux, mais il siffle loin où ça peut compter. Allons voir chez les démocrates. À ce niveau, la tempête continue. Prévision, orage d'idées, tonnerre de critiques, mais ciel partiellement dégagé à l'horizon. Les démocrates, c'est la pluie qui tombe à contre-courant. Ils ne cherchent pas l'éclaircie, ils veulent provoquer l'éclair. Conférence de presse, critiques, dénonciations et pourtant, ils avancent. Le nuage gros, chargé un peu bruyant, mais ils attirent les regards. En coulisses, les candidats se positionnent déjà comme des parasols prêts à s'ouvrir dès qu'un rayon médiatique apparaît. Attention, tout de même, trop de grêle dans les discours peut éroder la colline. En conclusion, Christian Dadidjan, chaque parti prépare sa saison avant les moissons. Les parapluies sont sortis, les bottes aussi. Mais d'ici 2026, ce ne sera pas la pluie, ce seront les votes qui feront germer le pouvoir. C'était la météo politique. Et voilà, merci à vous Alberto Mardoché Gounou pour cette météo politique qui nous donne un peu la température des partis politiques. Et merci bien. Et à la semaine prochaine, merci. Dans un instant, le plateau des chroniqueurs, les points de vue sont à suivre avec nous sur la question de la succession politique au sommet de l'État. En un mot, le choix du dauphin, oui, on en parle. On fera un bilan de 1990 à nos jours où le Bénin est sous un autre modèle politique. On parle du système partisan réformé. Avec ce modèle, faut-il s'attendre à la sélection d'un dauphin par le chef de l'État en fin de mandat ou la priorité sera-t-elle donnée aux formations politiques qui soutiennent son action? Le débat se fera. Et sur le sujet, nous irons plus loin dans une démarche pédagogique avec notre consultant dans l'œil de l'expert, Dr Patrick Henou, sociologue politiste, enseignant-chercheur des universités, va nous éclairer. Avec lui, nous verrons comment la question du dauphinat est abordée dans certaines démocraties et avec le jeu politique actuel, comment elle sera tranchée au Bénin. Ailleurs, c'est un changement de titre pour un pouvoir plutôt, je dirais, inchangé. Le Togo s'invite dans nos discussions ce soir. Au sommaire, le nouveau costume du président du Conseil des ministres que vient d'enfiler Faure Gnassingbé pour lancer la 5e République. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. On en parle. Restez avec nous. Retour plateau pour les points de vue avec nos chroniqueurs déjà installés. Cher monsieur, bonsoir. Laurent Roland, Anthony Kess, bienvenue. Christian Dadidjan, bonsoir, merci. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes chroniqueur politique, un peu comme vous. Herman Niamboussou, bonsoir. Bonsoir Christian Dadidjan, bonsoir aux amis du Grand Rendez-vous sur Canal 3 Bénin. Merci. Merci d'être là. Olivier Kouenou, bonsoir. Bonsoir Christian. Journaliste et directeur de publication du journal Le Leader du Jour. C'est votre toute première sur le Grand Rendez-vous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé. Merci bien. Omar Salouf, notre éditorialiste. Bonsoir Omar. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Voilà, vous nous présentez en quelque sorte la carte politique du Bénin en matière de dauphinat. On va repartir un tant soit peu dans l'histoire. Y a-t-il quelque chose à retenir du dauphinat au Bénin, démocratique? Oui, on va partir de 1996 où Nicéphore Dieudonné Soglo, président sortant, candidat à sa propre succession, n'a pas pu rempiler. Revenu dans la course en 2001, il n'a toujours pas pu se faire réélire pour son second mandat constitutionnel afin d'espérer positionner un dauphin au terme de sa gouvernance. Ce n'est qu'en 2006 que, frappé par le critère d'âge, il positionna sur la liste de la Renaissance du Bénin son fils aîné, Léadi Soglo, qui n'a pas pu non plus se faire élire
président de la République. Mathieu Kérékou, au terme de ces 2 mandats constitutionnels, n'a pas désigné officiellement un dauphin. Mais les rumeurs et certaines indiscrétions faisaient croire qu'il aurait validé et soutenu dans l'ombre la candidature de Boni Yayi, l'homme qui va lui succéder à la fonction présidentielle en 2006. À ce jour, dans l'histoire démocratique du Bénin, Boni Yayi reste le seul président sortant à désigner officiellement un dauphin pour sa succession. Il s'agit de Lionel Zissou, nommé Premier ministre et propulsé sur l'orbite politique quelques mois avant la présidentielle de 2016. Mais il n'a pas eu la confiance du peuple béninois malgré tout l'arsenal déployé à son profit pour assurer la continuité du changement et de la refondation. Voici donc venu le moment pour Patrice Talon de relever le défi du Dauphinat et de la continuité de la rupture. Et justement, Omar Salouf, parlant de Patrice Talon, le chef de l'État, pensez-vous qu'il est vraiment préoccupé par cette question, la question de désignation d'un dauphin? Nous le connaissons homme des grands défis. Au soir des 10 ans constitutionnels, le président Patrice Talon doit être préoccupé par son après. Qui de cette pléthore de lieutenants réussira à faire l'unanimité générale? Je parlerai même de triple unanimité. Unanimité au sein du cercle politique restreint du chef de l'État, unanimité au sein de la grande mouvance présidentielle et unanimité au sein de la majorité des électeurs pour qu'au soir du scrutin du 12 avril 2026, la continuité de la rupture soit actée. Tantôt, on pense qu'il tient son joker, tantôt, on pense qu'il continue de réfléchir, d'observer pour faire le choix parfait. Dans l'un ou l'autre des cas, ce n'est que supputation et hypothèse jusqu'au jour où le dauphin nous sera dévoilé. Faut-il le rappeler, le chef de la mouvance présidentielle a déjà annoncé les couleurs en disant qu'il sera actif dans la désignation de son successeur. Mais allons voir de peu près, parlons de la réforme du système partisan, Omar Salouf. Cette réforme devrait-elle faciliter la tâche au président Patrice Talon dans la désignation de son dauphin? C'est justement là l'un des plus grands défis qui se dresse devant le président Patrice Talon. Le président, le chef de l'État sortant, lui qui a clairement affiché sa position sur la nécessité de renforcer l'utilité des partis politiques dans le jeu démocratique, lui qui est entouré de plusieurs partis politiques se réclamant de sa majorité présidentielle, lui qui enfin est connu pour être l'homme des grandes réformes structurelles et qui voudra voir continuer cette dynamique après 2026. Comment arrivera-t-il à concilier les tendances autour de lui et contenir toutes les ambitions voilées ou dévoilées? Ces équations semblent être complexes, d'une complexité redoutable, surtout qu'il ne voudra pas subir le revers des urnes comme son prédécesseur Boni Yayi. Il lui faudra donc redoubler de tact dans un contexte de fin de mandat quelque peu agité. Et pour finir, dites-nous, Omar, pensez-vous que les partis politiques ont un véritable rôle à jouer dans ce processus de désignation du dauphin? Ce n'est que ça l'idéal recherché. Autrement, la réforme du système partisan n'aurait qu'une fonction esthétique. Une fonction, je suppose, contraire aux idées maîtresses portées par le président Patrice Talon, qui reste l'instigateur farouche de la loi. Passer de plus de 200 partis politiques à une quinzaine n'était pas évident, mais il l'a fait. Ce qui lui reste à faire à présent, c'est de maintenir le cap pour tirer le meilleur des grands ensembles constitués au cours de sa décennie de gestion. Et voilà, cher monsieur, c'était donc la réflexion de notre éditorialiste sur le sujet, le Dauphinat en Afrique et notamment au Bénin. On est parti de 1991 à 2016 en attendant de voir ce qui va se décider pour la présidentielle de 2026. Qu'est-ce que cela vous inspire? Le débat est ouvert. Je commence par vous, Olivier Ouénou. Merci Christian, merci à notre chroniqueur qui vient de dresser un tableau vraiment reluisant de 1991 jusqu'à nos jours. Et comme il a dit, c'est le président Boni Yayi seul qui a pu désigner énormément un dauphin, mais qui n'a pas pu avoir la confiance du peuple, comme il a dit. Nous sommes en 2025 et en 2026, l'année prochaine, où on aura
les élections générales, précisément les élections présidentielles, où le président actuel aura à désigner forcément quelqu'un qui va le remplacer pour continuer. Vous dites forcément forcément, vous pensez? Je pense, puisqu'il a dit qu'il sera actif dans la désignation de son successeur, et le chroniqueur vient de le rappeler, donc je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Et donc nous sommes là, nous observons, et nous verrons qui va-t-il désigner en 2026 et bien avant, parce que selon les dispositions des lois électorales, le dauphin ou le candidat à l'élection présidentielle doit être connu bien avant le jour du scrutin. Et à 6 mois des élections, nous pensons que les Béninois ont le droit de savoir, de connaître à qui vont-ils accorder leur suffrage au jour du scrutin, pour que les jours puissent commencer. Donc nous sommes là, nous sommes tranquilles, nous observons, journalistes, société civile, politique, tout le monde. Citoyens béninois, et même à l'international, tout le monde est suspendu à la volonté du président de la République, puisque même j'ai ouï entendre dit de quelques acteurs de l'opposition que eux aussi, ils attendent que le président désigne son successeur pour qu'il puisse désigner leur candidat. Alors oui, Laurent, Roland-Anthony Ikes, est-ce que vous pensez que la question du Dauphinat, ça préoccupe véritablement le sommet de l'État? Ça doit préoccuper. Le chef de l'État a dit qu'il va s'investir dans la désignation de son successeur, donc ça doit le préoccuper. Parce qu'au fond, vous savez, aujourd'hui, quand on regarde l'échiquier politique, c'est un combat, en tout cas voilé ou même affiché, si on peut le dire, entre Boni Yayi et Patrice Talon. Boni Yayi qui a présenté son dauphin en 2016 et on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que Olivier l'a rappelé, son dauphin n'a pas pu avoir la confiance du peuple. Et là, il y a une sorte de revanche de la part de Boni Yayi qui, aujourd'hui, il va certainement peser dans la balance du choix du candidat de l'opposition et qui va se dire, bon, je mets le tout pour pouvoir avoir maintenant une victoire sur celui-là qui était mon ami d'hier, devenu ennemi par concours de circonstances. Donc, je crois que ça préoccupe à tous les niveaux. Boni Yayi, qui a déjà positionné un dauphin qui a échoué, va vouloir positionner quelqu'un de lui avec qui il va jouer toutes les cartes possibles. Et Patrice Talon ne se laissera pas aussi faire. Donc, ça préoccupe au niveau des deux acteurs politiques, des deux personnalités politiques. Et le problème aussi qu'il faut quand même rappeler, ça fait quand même 20 ans que nous sommes pratiquement spectateurs du jeu politique entre les deux personnalités. Donc, personne ne veut se laisser faire. Boni Yayi n'a pas voulu se laisser faire. En 2016, malheureusement, Patrice Talon a eu le déçu. Patrice Talon, aujourd'hui, dans sa tête, ça va être clair. Je ne me laisserai pas faire pour que Boni Yayi, un de ses poulains, vienne prendre le pouvoir. Et ça ne va pas être facile pour nous à gérer après. Donc, ce schéma préoccupe véritablement. Et on attend de voir. Et quand on me dit que c'est à 6 mois des élections qu'il faut qu'on aura les candidats, je pense qu'il y a un problème, il y a une mauvaise lecture que font les acteurs aussi. Parce que la loi dit oui, c'est à 6 mois des élections qu'il faut déposer les dossiers. La loi n'a pas dit de ne pas dévoiler les potentiels candidats bien avant le dépôt des dossiers. Voilà, la loi n'a pas interdit ça. Mais qu'est-ce qui justifie ce qui va maintenant, ce qu'on va se demander maintenant, qu'est-ce qui justifie alors ce silence des acteurs? Je crois que le chroniqueur a parlé d'ambition voilée de certains acteurs de la mouvance aujourd'hui qui n'ont peut-être pas le courage de s'afficher pour dire. Pourquoi? Parce que la dernière décision du côté de la mouvance dépendra d'une seule personne, Patrice Talon. Et quand vous allez du côté de l'opposition, quoi que vous fassiez, la dernière décision reviendra aussi à Boni Yayi. Donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ça préoccupe, mais personne n'a le courage de s'afficher. Les quelques-uns qui ont une tendance à s'afficher, vous allez voir qu'il y a deux qui sont affichés pour dire être candidats, mais personne ne les inquiète parce qu'en réalité, pour le moment, ils ne sont pas officiellement de l'un ou l'autre des camps. C'est-à-dire, je prends Richard Boni-Ourou qui, d'ailleurs, maintenant fait des consultations et dit qu'il n'ira jamais négocier avec l'opposition. Et pourtant, il a dénoncé tout le temps la gestion de Patrice Talon, en tout cas pour les premières sorties qu'on lui a connues. Mais aujourd'hui, il est acteur politique, il est président d'une formation politique, qui a une vision, qui a une idéologie, qui sait comment. C'est pour vous dire que lui, il a la possibilité de dire clairement
ce qu'il veut, ce qu'il pense aujourd'hui, parce qu'il ne se réclame pas de la mouvance. Il n'a rien à craindre avec Patrice Talon, dont une élue ne doit rien pratiquement en griffe. Et quand vous allez de l'autre côté du Parti démocrate, vous allez voir un certain Achille Pakoum Loko qui également dit « je suis candidat ». Mais au fond, on a tendance à comprendre qu'il n'a pas peur de quelqu'un parce qu'on le voit sur le terrain, faire des actions. Donc déjà, vous allez voir que ceux qui sont dans ces formations politiques de la mouvance de l'opposition, règlement constitué, ont peur des deux leaders. Mais ceux qui ne sont pas forcément rattachés à l'un ou l'autre des partis, en tout cas, roule pour l'instant en roue libre. Oui, Herman Diamboussou, première réaction sur le Dauphinat au Bénin. Je veux être sûr d'avoir vraiment cerné la signification du mot dauphin, donc du Dauphinat. Parce que le Dauphinat, en politique, ce n'est pas désigner quelqu'un comme ça parce qu'on veut damer le pion à son successeur, mais c'est quelqu'un qu'on pourrait appeler votre disciple, quelqu'un qui vous avez pleine confiance, quelqu'un qui a servi sous vous et que le peuple a déjà vu venir. Quand vous voyez, quand on prend les grandes démocraties par exemple, on dit oui, Gabriel Attal, parce qu'il est positionné et il a eu le temps d'agir sur beaucoup de dossiers et tout pour le compte d'Emmanuel Macron, il se peut qu'il soit son dauphin. Si n'eût été ce changement de situation au dernier moment, beaucoup de gens voyaient déjà en ce monsieur-là quelqu'un parce qu'il était vraiment sous les selles, sous la coupe de Macron et il a travaillé. Chez nous au Bénin, quand on fait l'histoire de 90 à ce jour, je peux dire qu'il n'y a jamais de dauphin. Il n'y a jamais de dauphin proposé par le président sortant. Oui. Que ce soit que ce soit en 96 oui. Où par exemple où Mathieu Kérékou n'a pas soutenu officiellement Boni Yayi, mais en 2006 n'a pas soutenu Boni Yayi officiellement, mais puisque le dauphin en 2006 que tout le monde voyait venir, c'était Abdoulaye Biotchane. Qui a été ministre sous Mathieu Kérékou, ministre des Finances, directeur Afrique du Fonds monétaire international, qui a démissionné de là-bas parce que les gens le voyaient déjà dauphin désigné de Mathieu Kérékou. Malheureusement, il s'attendait certainement à ce que Kérékou dise « voici mon dauphin », mais malheureusement, il n'a pas eu le cas. Pendant ce temps, Boni Yayi, qui était à la BOAD, profitait de ces histoires de routes qu'on doit inaugurer par-ci par-là, passer par le nord, passer à Waké, aller voir les Kessili Tchala, qu'on ne voit plus d'ailleurs sur la scène politique, c'est pas ce qu'il est devenu. Et donc, profiter de l'occasion pour cette tentacule dans le Nord. Et donc, Boni Yayi a su peu plus d'un. Quand il a dit je suis candidat, on s'est dit, mais lui, il sort d'où? Et donc, c'est un peu ça. Et même quand on prend le cas de 2016, Lionel Zissou n'a jamais été le dauphin de Boni Yayi. Boni Yayi, c'est parce qu'il a senti que Patrice Talon allait dénicher Zissou dans son coin pour le faire candidat, que très rapidement, il a eu cherché pour le faire Premier ministre. Et donc, le monsieur n'était pas le dauphin comme ça. Sinon, si on devait pas être dauphin en 2016, si on devait pas être dauphin en 2016, ça aurait peut-être été un commis coutier. Qui était vraiment du système et qui a travaillé, ou alors à Biola François, qui a été ministre du pouvoir, qui a été ministre sur il a servi. Donc, Zissou a été un dauphin de circonstance. Oui, bon, c'est pas dauphin parce que le dauphin, c'est quelqu'un. Le dauphin, il fallait faire. Moi, je vois dauphin sous l'angle de quelqu'un qui a su vos arrières. Quelqu'un en qui vous avez confiance et qui a travaillé avec vous, qui connaît votre méthode et qui agit dans la même ligne que vous. Mais ici, on ne pouvait pas être d'être dans la continuité. On ne pouvait pas être sûr de ce que Zissou, s'il prenait le pouvoir, il faisait la même chose. Vous avez plongé dans un univers. De matin dit que nous sommes dans un univers, je dirais, complexe, incompris, des acteurs politiques eux-mêmes. Oui, on est tenté de dire ça. On est tenté de dire que la seule personne qui comprend vraiment l'univers, c'est le président Patrice Talon. Et peut-être accessoirement l'ancien président Boni Yayi. Parce que c'est, comme on le sait, c'est les derniers mots. Le dernier mot leur reviendrait que l'on soit du côté de la mouvance présidentielle ou du côté de l'opposition. Il n'y a rien qu'on puisse faire sans que Boni Yayi n'ait son mot à dire dans la désignation du candidat de l'opposition. Il n'y a rien qu'on puisse faire sans que le président Patrice Talon ne soit celui qui dira de façon officielle « voici celui que je désigne comme dauphin ». Mais quand on observe un peu, c'est comme si le président Patrice Talon veut encore une fois surprendre tout le monde. Nous avons vu comment Louis Vlavono a été désigné candidat pour être président de l'Assemblée nationale. Personne ne le voyait venir. Nous avons vu comment Talata a été désigné pour être dans le duo
de candidat à la présidentielle. Personne ne l'a venir. Et donc, j'ai l'impression que quelque chose du genre va se passer encore. Mais est-ce que si ça se passe ainsi, ça va recueillir l'assentiment du peuple béninois? Dans le même temps, le peuple béninois, oui, les partis politiques. Les partis politiques qui soutiennent l'action du chef de l'État. Les partis politiques, je les vois toujours dociles, disciplinés, en griffe, il faut le mettre en griffe. Vous semblez ne pas être d'accord. Discipliné parce que le chef de la mouvance n'a pas encore dit son mot. S'il n'y avait pas cette discipline apparente, on aurait déjà vu dans l'UP le renouveau des initiatives allant dans le sens de celui qui sera le porte-étendard de ce parti politique-là à l'élection présidentielle de 2026. S'il n'y avait pas cette discipline apparente, on aurait déjà eu des initiatives dans le bloc républicain pour la désignation de celui qui sera le porte-étendard. On a rappelé tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'on a dit que les candidatures sont déposées à 6 mois des élections qu'il faut attendre 6 mois des élections pour dévoiler celui qui sera candidat. Et donc, si pendant que nous évoluons vers 2026, rien ne se fait, rien ne se décide, il faut croire que tout le monde attend le mot d'ordre du chef de l'État. Vous avez réagi tout à l'heure. Oui. Laurent Anthony Ikes, vous semblez ne pas être d'accord avec... Quand il parle de discipline, il n'y a pas de discipline. Discipline apparente. Bon, d'accord. Oui, puisqu'il a dit... Oui, il a ajouté ça par la suite. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, vous allez voir au niveau de la mouvance, il y a plusieurs camps. C'est vrai qu'ils ne le diront. Ça ne s'affiche pas. Ils vont s'afficher devant qui? Mettez les mêmes acteurs dans le même contexte et ramenez Boni Yayi président de la République, vous allez connaître les acteurs béninois. Ils ont en face d'eux un autre animal redoutable qu'ils craignent tous. Il y a ceux qui craignent les représailles et ceux qui craignent de perdre leurs intérêts et qui ne réagissent pas maintenant. Le positionnement. Mais il faut les écouter dans les coulisses. Je dis aujourd'hui, même dans cette affaire de réforme du système partisan, on parle d'organisation. Moi, je dis non. J'attends bien 2 ans, 3 ans après pour me rendre compte si vraiment il y a réussi la réforme du système partisan ou non. Les gens sont juste des soumis qui se sont organisés pour faire, en tout cas, allégeance à un chef, attendant que son tour passe pour montrer leur vraie identité. Et je crois que aujourd'hui, c'est le problème que nous avons véritablement. Ils sont nombreux dans la mouvance. Allez dans l'UP Le Renouveau. Il y a des gens qui ont envie d'être candidats et qui le disent dans les coulisses, qui parcourent Mons et Vallées de nuit pour parler à ce qu'ils veulent, les entendre, qui veulent être candidats, mais qui jamais n'auront le courage de dire sur un plateau de télévision et qui jamais n'auront le courage d'organiser une conférence pour s'annoncer. Tout ça se résume au fonctionnement des partis politiques et surtout à la discipline de groupe. On a voulu un idéal pour la réforme du sympathisant, mais les acteurs politiques que nous connaissons ne sont pas encore prêts pour ça. Alors l'idée dont on a parlé, c'est que vous allez réagir d'abord, puisque j'ai vu que vous avez une réaction qui est venue tout de suite quand il se prononçait. Oui, allez-y. Bon, je ne sais pas, Laurent est dans le secret des dieux. Nous, ce qui intéresse l'opinion, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est public, c'est ce que tout le monde peut lire, tout le monde peut voir. Et ce que tout le monde peut voir aujourd'hui, c'est la discipline qui règne au sein des partis politiques. Que ce soit du côté de la mouvance comme de l'opposition, tout le monde est, comme il a dit, tout le monde est soumis. Et c'est le système partisan mis en œuvre par le régime en place. Et ce sont les tests. Aujourd'hui, un individu ne peut pas se lever sans la volonté de son parti, aller déclarer sa candidature. Il n'aura pas la caution du parti. Il n'aura pas le nécessaire qu'il faut pour avancer dans son projet. Si vous permettez rapidement, le candidat, le citoyen, membre d'un parti politique, peut déjà faire savoir son ambition. Aujourd'hui, qui parmi eux a le courage de faire savoir ça? C'est de ça que nous parlons. En réalité, dès que vous faites savoir votre ambition, vous devez avoir attendre la caution du parti. Mais pour le moment, c'est que les gens n'ont même pas le courage de faire des instances des dirigeants de ces partis politiques. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe au sein des bureaux politiques, des instances dirigeantes des partis politiques. Donc, tout ce que vous avancez, ce ne sont que des suspicions. Non, il a pas de suspicion. C'est une lecture que je fais. Et vous savez, si un acteur aujourd'hui, qu'est-ce que dit Laurent, vous le savez. Si un acteur aujourd'hui, en dehors de la volonté de son parti, va déclarer sa candidature, c'est qu'il aura voulu
se mettre à l'écart lui-même, il va ramasser les pots cassés. Parce que les tests prévoient quelque chose, les discussions sont là. Si vous permettez, discipliné, il reste droit dans le couloir tracé par les tests de son parti. Si vous permettez, le système partisan réformé a accouché de soumis et pas des gens prêts à lutter vraiment pour, pas des gens engagés aux côtés du parti politique. Il faut faire cette nuance-là. C'est vrai qu'analyse politique, on est tenu quand même de dire, d'aller au-delà de ce qu'on voit en apparence. Vous l'avez dit, c'est une discipline, mais une discipline apparente. Parce que au sein des grands blocs, soit dit en passant, il y a beaucoup de courants qui ne sont pas d'accord avec la situation telle que ça se produit. Et que vous l'avez si bien dit, celui qui a vraiment compris le jeu, c'est Patrice Talon. Et c'est en cela qu'il faut revenir à l'idée de départ, les histoires de parrainage. Le parrainage a été instauré pour contrôler les candidatures à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, quand vous faites le point, aujourd'hui, il y aura à peine 3 duos de candidatures. 3 duos de candidatures maximum, contrôlés par 2 personnalités, les démocrates d'un côté, donc Boni Yahi d'un côté, et Patrice Talon de l'autre côté. Encore que là aussi, attention, les tests n'ont pas légiféré sur le non-parrainage, par exemple, où je peux, en tant que parrain, en tant que député de ma localité, aller retirer le formulaire de parrainage et ne parrainer personne. Et donc c'est ça qui guette, c'est ça le danger qui guette les démocrates. Parce qu'ils ont le nombre exact de députés qu'il faut pour parrainer leur candidature. Quand au FCBE qui n'ont que 5 maires là-bas, 6 maires, d'accord, il va leur falloir négocier d'autres parrainages en plus. Donc vous voyez, donc, je ne vois pas Patrice Talon dans le schéma actuel. Je ne vois pas Patrice Talon dans le schéma actuel, où on lui prédit une chute parce que si tout est ouvert. Je ne vois pas en train de demander à ses soutiens d'accorder parrainage même à un léopard, parce que attention, il pourrait se saisir du butin et disparaître. Donc vraiment, ceux qui pensent que oui, ils seront présents à toutes les élections, comptant sur le parrainage ou le parrainage du bloc présidentiel, je crois que je crois que ce qu'on dit par rapport à la discipline apparente dans les groupes politiques, dans les formations politiques, ce n'est pas forcément que quelqu'un se lève et déclare sa candidature, mais déclarer ses ambitions. Je pense qu'en tant que membre de tel parti, je pourrais représenter au sein du parti. Au sein du parti. Mais nulle part, on n'a jamais entendu quelqu'un prendre de telles initiatives. Peut-être que ça se fait dans les partis. Au sein des partis. Le débat se fait. Quel est l'idéal? Quel est l'idéal de la réforme du système partisan? La réforme du système partisan. L'idéal de la réforme du système partisan, c'est que ce soit les partis qui soient plus forts. C'est les partis qui décident et non les individus. Mais ce que vous dites, rien ne nous garantit, rien ne vous garantit que cela ne se fait pas au sein des partis politiques. Le débat se fait. Qui peut nous représenter valablement? Le débat se fait au sein des partis politiques. Ce n'est pas la veille ou bien ce n'est pas le président Patrice Talon qui va de là-bas, de la présidence, leur envoyer quelqu'un qui ne connaissait pas. Le débat se fait qui on peut proposer au président, à notre leader, pour représenter le parti, pour avoir la confiance du peuple. Ce débat-là se fait. Celui qui sera désigné, celui qui sera désigné au sein de la majorité présidentielle pour représenter ce courant politique, ou bien ce camp politique, viendra de qui? Des formations politiques, ou c'est le choix du chef qui va être imposé à le choix du chef ne sera pas autre que le choix des partis politiques. Est-ce que le choix des partis politiques? Parce que le chef va se baser sur les partis politiques pour désigner celui qu'il veut, peut-être. Le chef ne désignera pas quelqu'un qui ne soit pas membre d'un parti politique. Il n'y aura pas de candidat désigné par le chef. Nous sommes tous Olivier Kounou et moi, nous sommes tous du parti UP Le Renouveau. Oui. D'accord. C'est pas ici. Laissez-moi donner l'exemple. Ne dites pas que nous sommes un parti journaliste. Nous sommes ici en tant qu'analystes dans une pédagogie. Nous sommes tous d'une formation politique. Il y a élection en 2026. Rien ne vous empêche, Olivier Kounou, de dire j'ai envie d'être candidat de mon parti et de commencer par peut-être échanger avec les gens, mais je m'en tiens à la décision de mon parti. Aujourd'hui, c'est ce qui manque en réalité. C'est-à-dire les gens ne peuvent même pas
oser dire au cours d'une seule interview seulement, au moins j'ai envie. C'est-à-dire, il y a ce problème qui se pose. Première chose. Deuxième chose, vous dites que le choix du candidat sera le choix des partis politiques. Attendez, vous pensez quoi? Que c'est le choix, quand les militants membres de ce parti qui craignent le chef là, qui vont lui amener un candidat? Encore que lui dit, il sera actif dans la désignation du candidat. Laurent n'a pas compris. Je reprends ce qu'il a dit. Celui que, si c'est le président Patrice Talon choisit un certain Olivier Kouenou, ça veut dire qu'il aura été d'accord avec les partis. Vous ne pensez pas avoir l'ambition maintenant? Non. Il aura été, comment dirais-je, le choix aura été fait de commun accord avec les partis politiques qui le soutiennent. Je pense que c'est un souhait, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Aujourd'hui, un tampon-pion qui vient de nulle part que les partis n'ont jamais connu. Je vais vous dire une chose. Ils ne veulent pas. Excusez-moi. Bon, est-ce que ça va passer? Qu'ils ne veulent pas, je ne crois pas. D'accord. Je pense que l'idéal aujourd'hui, j'ai commencé par le dire, si on doit vraiment suivre le système de parrainage et tout, on aurait droit à 3 duos de candidature. Duo de candidature BR, duo de candidature UP Le Renouveau, duo de candidature Les Démocrates. Aujourd'hui, quand vous suivez le débat, rien ne présage de ce que il y aura vraiment un duo BR, un duo UP Le Renouveau. Parce qu'on parle déjà d'accord de gouvernance, on dit que c'est le chef qui va imposer qui de droit. Et donc c'est en cela que je reviens à ce que Laurent disait tout à l'heure, à savoir que le débat est absent. Le débat est absent alors que nous sommes à quelques mois. Aujourd'hui, on ne sait pas au sein du UP Le Renouveau. Est-ce que c'est Joseph Diogueno qui veut être candidat? On dit qu'il y en a, qui a envie d'être candidat. Est-ce qu'on dit qu'il y a d'autres qui sont dedans, un certain Benoît? On dit qu'il y en a qui sont dedans, qui veulent être candidats, mais qui n'ont pas le courage de s'extérioriser. Et c'est là justement que je peux conclure que la réforme de ces partisans a échoué. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà à quelques mois. On serait déjà en train d'organiser. Oui, ça a joué. Ça a joué parce que... capable de dire, même au cours d'une petite interview, au thème d'une conférence, d'un atelier de formation, j'ai envie d'aller aux élections, mais je m'en tiens juste à la décision du parti qui finalement doit donner la caution. Rien que pour ça, les gens sont capables de dire ça. Et c'est ça qu'on dit. Mon cher Laurent, Christian, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'en tant que Laurent, en tant que chef de parti, vous serez d'accord de voir vos militants sur le terrain en train de dire aux populations qu'ils veulent être candidats alors que vous n'êtes au courant de rien? Vous serez d'accord? Comment vous parlez? Vous avez dit exprimer l'ambition. Oui, mais les gens doivent exprimer leur ambition. Comment? Si vous dites qu'il y a des parrainages pour parrainer les candidatures et que c'est le parti qui désigne, qui confirme qui sera candidat ou pas, cela ne devrait pas empêcher même le dernier citoyen de tout Kuntuna, de votre formation politique, de dire j'ai envie d'être candidat. Mais j'ai envie d'être candidat là, le dernier citoyen le dira. Est-ce que le dernier citoyen le dernier citoyen dit je suis candidat dérange votre réforme du sympathisant? Personne n'a dit que ça dérange quelqu'un. Bon, écoutez. Mais maintenant, moi je vous demande, est-ce que vous, en tant que président d'un parti politique, vous serez d'accord de voir vos militants, tous ceux que vous entourent, ne vous ont rien dit, mais vous les voyez sur le terrain ou bien dans les coulisses en train de déclarer leur candidature, leurs ambitions? Si c'est les citoyens qui sont en grève vis-à-vis du parti, qui font savoir leur ambition, il y a où sera la discipline de groupe? Quelle discipline de groupe? Où sera la cohésion de groupe? Je vous dis la discipline. Si je peux me lever, aller exprimer mon ambition pour dire que je suis candidat, mais ça ne fait pas de lui candidat, l'autre là-bas peut se lever. Alors pensez que les partis peuvent voter comme ça? Je sais que vous n'avez jamais vous entendu. Il faut saluer la réforme du système partisan. Vous qui amenez ça. Non, on va pas s'entendre. Sauf ici, quand on parle de cohésion, quand on parle de discipline de groupe, je pense que c'est un peu biaisé à mon sens parce que au sein des partis politiques, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une cohésion, qu'il y ait une discipline. C'est juste qu'on se soumet. On se soumet à ce que le parti dit, on se soumet à la volonté du chef. Parce que, comme vous l'avez dit, Patrice Talon, c'est un redoutable acteur politique aujourd'hui qui a su mettre les garde-fous, 20% déjà pour l'autre chose, pour être élu député et tout, de sorte que cette situation risque de nous ramener à ce que le PRD a vécu à Porte-Novo, par exemple, où le PRD a été très majoritaire à Porte-Novo, mais en 2020, mais n'a eu aucun élu municipal parce que justement, il y a 10%. Donc, vous voyez, ce qui fait aujourd'hui, encore côté accord de gouvernance, il y en a qui ont fait des calculs très simples. Vous avez 2 enfants qui ont réussi à obtenir 5 de moyenne en classe, ils s'embrassent pour passer en classe supérieure. Celui qui a obtenu 9 de moyenne
Lui, on lui dit il a échoué. Je pense qu'à ce niveau aussi, c'est très compliqué. Moi, c'est un calcul qui... Nous parlons justement de la succession au sommet de l'État. Vous ne semblez pas répondre à ma question. Qui décide du choix du successeur? Au sein de l'opposition, c'est Bouniaï qui a décidé. Avec la dernière décision revenue par Patrice Talon. La décision doit être prise par les formations politiques. Je pense que les partis de la mouvance sont un leader, les partis de l'opposition sont un leader. Bon. La décision reviendra au leader. Point barre. Et qui c'est qui sont les leaders là? Je pense que alors en train de refuser quoi? Il a fini par nous rejoindre sur le... La décision reviendra aux deux leaders. Mais quand on revisite un peu l'histoire politique par rapport à ce sujet de Dauphinat, il va se passer un fait. On verra un Patrice Talon qui va jurer qu'il ne va jamais échouer, comme Boni avait échoué en 2016. Et on retrouvera un Boni qui va jurer ciel et terre, qui va damer le pion cette fois-ci à Patrice Talon, comme il lui avait fait en 2016. Ah, ne pas perdre. C'est la remontada qui s'annonce pour Boni. Mais qui va réussir à s'en sortir et comment? Et ça, ça dépendra du choix que fera Patrice Talon et du choix que fera Boni. Si le choix, cette personnalité politique est capable d'engranger, de faire l'unanimité, comme je l'ai dit, l'unanimité au sein du cercle restreint. Parce que quand on observe un peu, le chef de l'État a forcément un cercle restreint de décision. Quand ça sort de là, il y a un cercle de la mouvance, de la grande mouvance présidentielle qui doit accepter le choix. Et il y a maintenant les électeurs dans la grande majorité qui vont dire oui, nous validons à travers les urnes le choix qui a été fait, le choix qui nous a été proposé. Si ces trois étapes-là ont été respectées, je crois que le candidat de la mouvance présidentielle va passer, ça va passer comme une lettre à la poste. Et malheureusement, cette unanimité, moi je ne la vois pas venir. Et pourquoi? Parce que l'unanimité ne se fera même pas. Comment dit-on, le capital politique humain aujourd'hui sous Patrice Talon n'est pas celui que c'était sous Boni. Vous avez des acteurs politiques aujourd'hui qu'on ne calcule pas du tout, alors qu'ils sont leaders dans leur région. Et donc vous voyez, c'est-à-dire que avant qu'on aille à ces... Ils sont toujours leaders de leur région, c'est des gens incontestés dans leur région, mais qui ont de vrais soucis, ils appellent le président de leur parti qui ne décroche pas, on lui écrit, il ne répond même pas, et parce qu'il sait que vous le veuillez ou pas, vous êtes dans la formation politique, et il sait même que votre positionnement dépend de lui. Ouais, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs politiques qui sont dedans, mais qui vraiment écaquillent les yeux, qui se disent, mais à quelle chose je serais mangé? La grosse interrogation serait par exemple qu'au sein du BR, par exemple, qu'on aille au primaire et qu'on désigne au sein du BR un duo de candidats pour le BR. Et qu'on désigne également un duo de candidats à l'Union politique de renouveau, quitte à ce que Boni désigne aussi son duo de candidature. De soutiennent l'action du... Non. Ou vous parlez par rapport au parrainage? Non, mais c'est pas pour parrainage, ce serait ça. Maintenant, quitte à ce qu'au second tour, maintenant, qu'on sache parmi les deux duos, les trois duos, qui vraiment a eu le nombre de suffrages qu'il faut. Mais malheureusement, il n'y aura pas ça parce que vous voyez, la donne a changé. Avant, c'était le COSEPI qui faisait la liste électorale. Aujourd'hui, c'est l'ANIP qui va extraire. Désormais, il y a le parrainage qui est là, qui bloque tout. Et ceux qui estiment, je le dis, ceux qui pensent que oui, ils vont faire des yeux doux à Patrice Talon pour avoir des parrainages de lui, je crois qu'ils se trompent parce que Patrice Talon a bien scellé la leçon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis dedans le dossier de parrainage. Il ne faut pas qu'on passe ça sous silence. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se lève. L'unanimité dont il parle. Quelle unanimité? Oui. Quelle unanimité. Au sein des formations de la mouvance, d'abord, il y a 4 formations qui ont permis à Patrice Talon de remplir en 2021. Le choix de l'UP Renouveau peut ne pas être le choix. En tout cas, le moins bénéfique peut ne pas accompagner ce choix. Le BR peut ne pas accompagner ce choix. Mais, revenons déjà même au sein de l'UP Renouveau. Mais il y a des gens qui sont en vue dans cette formation politique, qui ont envie d'être candidats. On les connaît. Même si Olivier ne veut pas qu'on le dise publiquement, on les connaît. Mais quand le chef va décider de ne pas les prendre et que c'est un autre choix qui sera en griffe imposé, quelle serait la réaction de ces personnalités-là? Mais n'oubliez pas que aussi, dans cette affaire de parrainage, on dit les parrainages doivent être co-signés par le président du parti. Dans le cas de figure où le président du parti a l'ambition d'être candidat, mais qu'au terme des discussions, ce n'est plus lui qu'on choisit, qu'est-ce qui va se passer?
Il faut penser à tout ça. Donc, afin d'unanimité dont on parle, je pense que ce n'est pas encore gagné d'avance pour les formations de la mouvance. Il va falloir... Lorsque vous vous entendez pour accompagner les actions d'un pouvoir, vous devez vous entendre. Malheureusement, les acteurs politiques, ils ont un délai. En fait, avec les acteurs politiques, vous avez une date d'inspiration. Vous avez un délai de grâce avec les acteurs politiques. Dès lors qu'ils ont la conviction que des gens vous ont tourné dos, ils n'hésitent pas à vous jeter en pâture. Et c'est malheureusement ce qui guette. Parce qu'on a vu Boni Yayi quand même. Boni Yayi était bien adulé, apprécié. Les Issou, tout ça, vous savez, mais on a vu la suite. Et les mêmes acteurs qui ont fait ça hier, là, qui ont dit Boni Yayi c'est fini là, c'est même les mêmes acteurs qui sont encore là, vous savez pas. Ce qui fait qu'ils font semblant d'être ensemble. Mais le moment venu, vous allez voir certains parmi eux montrer leur vrai visage. Et c'est malheureusement... On peut être président de parti politique sans faire l'unanimité. Évidemment, être président de parti politique et ne pas être désigné, ça ne veut pas dire que ça va porter forcément préjudice à la cohésion, dans le parti politique. Ça va se sentir un peu. Oui, mais l'unanimité dont on parle, on ne parle pas d'unanimité à 100%. Si une majorité confortable dans le parti politique... Moi, je prends le terme unanimité. Si vous parlez de majorité confortable, je comprendrais pour dire oui, il se peut que certains s'entendent pour une majorité relative. Mon cher oui, allez-y. Vous savez, Olivier. Au sein d'un parti politique, tous ceux qui remplissent les critères pour être président de la République veulent être président de la République. Si on ouvre le champ pour dire, bon, tous ceux qui veulent être candidats, déposer les dossiers, vous verrez le nombre de dossiers qu'on aura. Mais tout le monde ne peut pas être candidat. Accepter que tout le monde ne peut pas être candidat. Et le jour le parti, les instances du parti ou bien tous les partis de la mouvance vont se concerter pour désigner un seul duo, les autres vont se soumettre. Ce n'est pas parce que je vais être candidat, on a désigné Christian que je vais déserter le camp. Un parti, un militant, c'est d'abord un engagement. Un acteur politique, c'est d'abord un engagement. Parce que certains auraient préféré qu'on procède par les primaires, par l'élimination. Non, ça devrait être facile. Ça devrait être facile. Ça devrait être facile pour les acteurs politiques d'accepter que tout le monde ne peut pas être candidat à la fois. Ou des partis politiques dont... Même si tout le monde est candidat, même si, mon cher Laurent, même si tout le monde est candidat, tout le monde ne peut pas être élu. Je suis d'accord. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on dit que si c'est X qu'on choisit, Y va se soutenir. L'idéal, ce sera ça. Bien sûr, quand on choisit, vous l'accompagnez. Tout le monde si tous les... D'abord, les partis de la mouvance, tous les partis de la mouvance ne peuvent pas avoir des candidats. Sinon, ça ne serait pas sérieux. Je pense qu'on fait ce débat parce que justement, jusque-là, on n'a pas encore quelques images de candidats à l'élection présidentielle de 2006. Si le Patrice, vous parlez de images, des profils, on le voit encore. Le premier, Bertin Kouvi, non, il faut bloc républicain. On parle de c'est le grand rendez-vous ici, c'est pas autre chose. Il a quand même eu le mérite. C'est le grand rendez-vous. C'est le grand rendez-vous de succéder à Patrice Talon. C'est un potentiel dauphin. C'est de ça on parle. Patrice Talon l'a dit avant. Il a dit, j'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Ça veut dire qu'en termes clairs, il n'a pas besoin vraiment de s'impliquer. Mais il dit en même temps, il dit, je serai actif dans le choix, dans le choix de mon successeur. Et après, on parle maintenant de dauphin. Malheureusement, il se fait que durant ces 2 mandats, il ne nous a pas montré quelqu'un aujourd'hui au sein des partis politiques qui soit vraiment son dauphin. Mais vous êtes un analyste politique. Oui, quand vous regardez un peu autour du chef de l'État, vous voyez ces personnalités qui sont au fourreau au moulin, qui l'accompagnent, vous n'avez pas le flair. Le dauphin de Patrice Talon. Vous voulez qu'on considère. Le dauphin de Patrice Talon, il est plus le seul mouvement. Le dauphin de Patrice Talon, ce n'est pas ceux qui sont là. Vous avez, en fait, le point de dauphin, quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui peut assurer vos arrières, quelqu'un qui, quand vous éternuez, il sait ce que vous dites. C'est ça le dauphin. Quand vous criez l'œil droit, il sait que attention, je ne dois pas dire ça. C'est ça le dauphin. C'est pas aujourd'hui. Patrice Talon est obligé de faire avec celui qu'il a sous la main. De leur imposer quelqu'un parce que la personne serait prête, peut-être, la personne serait prête aujourd'hui à assurer ses arrières ou à dire je marche sur le terrain que vous allez tracer. Donc du coup, c'est ça qui crée tout le débat aujourd'hui. Sinon, au sein des partis politiques, je ne vois pas encore quelqu'un
qui puisse lever le doigt et dire je suis le dauphin éclairé, le dauphin naturel. Oui, mais le dauphin de Patrice Talon, ce n'est pas ceux qui sont là. Il va tomber du ciel alors? C'est cela qui a pour respecter la réforme du système partisan. Il faut être membre d'un parti politique. Maintenant, être membre d'un parti politique, c'est dire qu'il y a un membre anonyme ou un membre inconnu. Vous ne connaissez pas tous les membres. C'est vrai. Mais il n'y a pas une liste exhaustive de membres. Quand on revisite un peu l'histoire politique, même du monde entier, on connaissait quand même la personne. Vous avez cité le cas Attal, par exemple. On le savait, on le connaissait être actif. Oui. Mais si un jour le président Patrice Talon sort quelqu'un qu'on n'a jamais vu et on dit qu'il est membre du parti, et les membres de cette formation politique viendront témoigner qu'effectivement, cette personnalité désignée alors là, on va juste espérer que c'est la grande majorité adhère à ce choix. Le problème, c'est que on va espérer. Quand vous pensez que le dauphin peut tomber du ciel, c'est possible que vous ayez la plus grosse surprise. Je ne vais pas citer les formations politiques. On a vu quelqu'un qui n'était pas membre de parti politique, mais démissionner quelqu'un, pas devenir président du parti politique. Et après, les gens vont vous justifier que ce membre-là, qu'on a amené pour être candidat, en réalité, était membre actif, à côté, paye bien, est régulé, en tout cas, vis-à-vis du parti. Donc, en réalité, il nous reviendra juste à accepter. Parce que malheureusement, on peut se dire, mais on ne le connaît pas, on ne le fait pas, on ne l'a jamais vu. Mais le parti va défendre pour dire, il est membre du parti depuis 2018. C'est ça. Et qu'il est en règle vis-à-vis du parti. Il participe aux décisions du parti. Il est discipliné. Vous allez dire quoi? Puisque nous autres ne sommes pas membres de ce parti politique. Nous, on ne dira rien justement. Mais ce que je dis aussi... Le destin du dauphin se joue entre Patrice Talon et les formations de la politique et les formations je suis d'accord. Excusez-moi, Olivier. Excusez-moi. Et j'ai donné l'exemple de Louis Vlavoni, qu'on ne voyait pas venir, mais on le connaissait politique quand même. J'ai cité l'exemple de Talata, qu'on ne voyait pas venir, mais on la connaissait dans une certaine posture politique. Si c'est des gens comme ça qu'on connaissait politique, membres des partis politiques qu'on nous amène, là, la surprise ne serait pas trop grande. Non. Mais si on décroche un pied d'une institution internationale et qu'on nous désigne comme candidat, Christian, en quoi est-ce que ça va déranger Omar Salouf qu'on amène quelqu'un qui ne connaît pas? Ça ne me dérangerait pas. Si le parti défend son candidat. Il est citoyen. Oui, mais il n'est pas membre du parti. Le citoyen aussi a il va exercer son droit dans l'urne. Ça ne me dérangerait pas. Je suis juste en train de projeter la réaction des militants de ces partis politiques-là, comment ils vont recevoir l'information, comment ils vont traiter l'information. Comment ils finiront par digérer l'information. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons un président qui aime les suspens, qui aime les surprises. Je prends juste l'exemple des nominations. Les mercredis au Conseil des ministres, vous entendez des noms des personnes qui sont nommées, dont on n'a jamais entendu le nom au Bénin. Les acteurs politiques qui sont au front, sur qui on compte ou bien qui on pense que... Laissez-le s'exprimer. Est-ce que c'est vraiment la meilleure... Ceux qu'on pense qu'on joue, on peut leur accorder des privilèges en les nommant. Nous avons des Béninois qui sont à l'extérieur, qui sont membres des formations politiques, qui organisent des meetings. J'allais finir par là. C'est eux qu'on amène ici pour les nommer, ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est pour dire que... On peut réserver un plateau pour ça. Oui, c'est pour dire que c'est pas forcément entendre le nom d'un certain Joseph Diogbenou candidat, Gérard Benoîti candidat, Akenatonde candidat. Les ambitions? Non, je n'ai pas dit ça, monsieur Laurent. Ce n'est pas forcément ça qui fera que, bon, on dira, bon, ça fait l'unanimité. On peut entendre un nom qu'on n'a jamais entendu, mais si les instances du parti reconnaissent l'intéressé comme étant membre du parti, le jeu est clos. Je pense qu'avant même qu'on annonce le nom, c'est que le débat aurait été fait au sein des partis politiques. Mais moi, je suis convaincu de quelque chose. Oui, de quoi? Le candidat, puisque ce soit de Patrice Talon ou de Boni Yayi ou de n'importe qui, ce sera un Béninois qui remplit les conditions d'éligibilité. Ce sera un Béninois ou une Béninoise, pour ne pas fâcher les femmes. Ce sera un Béninois ou une Béninoise qui remplit toutes les conditions pour être candidat, pour être élu président de la République. Ça peut être à la table. Mais l'espoir que j'émets, c'est que ce Béninois, une fois élu
aux fonctions du président de la République que non seulement la dynamique des réformes, de tout ce qu'on a vu de beau puisse continuer, mais que là où peut-être le président Patrice Talon a échoué, qu'il puisse réussir sur ces chantiers-là, notamment le chantier par rapport au social et tout ce que nous savons. On a parlé de la sauvegarde des acquis. Là, justement, où il peut y avoir un clignement d'œil, c'est au niveau du choix qui sera fait. Si par exemple, le duo désigné ou le duo imposé est juste reconnu par les instances du parti, n'oubliez pas que c'est les militants qui votent. Et derrière chaque militant, il faut voir d'autres militants, d'autres sympathisants et tout. Donc, oui, c'est bien de dire, oui, les instances du parti reconnaissent ce duo-là, reconnaissent ce candidat-là, mais c'est qu'il va falloir travailler à la base pour que ceux qui sont à la base vraiment aillent sur le terrain et travaillent. Parce que si on leur impose un duo qu'ils ne connaissent pas, ça va faire mouche. Et n'oubliez pas que nous sommes en fin de mandat de Patrice Talon. Et l'histoire a montré qu'au Bénin, ici, quand vous montrez du doigt quelqu'un, alors que vous partez du pouvoir, la personne, l'électorat béninois n'accepte pas celui-là. On préfère prendre votre adversaire ou quelqu'un d'autre qui va vous damer le pion, qui va montrer vos limites. Donc, faisons attention à ce qu'on aille chercher quelqu'un inconnu, qu'on aille imposer au parti politique. Y a-t-il de risque à désigner un successeur, un dauphin? Est-ce qu'il y a de risques pour soi-même, pour soi-même, quand on veut quitter le pouvoir et pour, je ne sais pas. Le risque est très grand pour beaucoup de raisons. Première raison, il faut un dauphin ou un successeur qui puisse maintenir la cohésion des groupes politiques, des formations politiques. Il ne faut pas quelqu'un qui puisse faire éclater les partis politiques une fois élu président de la République. Deuxième raison, il faut quelqu'un qui puisse continuer, pas faire des réformes comme l'a dit Omar tout à l'heure, pas maintenir la dynamique imposée par le régime en place. Il ne faut pas quelqu'un qui puisse venir baisser la tendance alors qu'on a déjà élevé le niveau à un certain... on a déjà élevé là-bas à un certain niveau. Il faut quelqu'un pour maintenir la dynamique, pour continuer dans la même lancée sur le plan des réformes pour développer le pays. Troisième raison que je peux tirer en même temps, c'est quelqu'un qui ne viendra pas pour fouiller dans les affaires de celui qui vient de partir. Le président sortant doit aussi veiller à ça pour ne pas avoir quelqu'un qui, déjà 2-3 jours après la prise de fonction officielle, on commence pas à fouiller. On a déjà vécu ça ici. En 2016, on a vécu des choses comme ça. Commencez pas à fouiller dans les affaires pour voir, bon, ici, et ça va être un souci pour le président qui vient d'être admis. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on fait quoi de l'obligation de nous rendre compte? Oui. Vous gérez, vous finissez, vous partez, on doit fouiller. On doit chercher à savoir. Si vous voulez empêcher ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'estime véritablement que ce pourquoi les gens doivent s'investir, d'ailleurs pour qu'on ait un dauphin qui doit passer à tout prix, c'est aussi ça. Pourquoi? Parce que au-delà de tout, Boni Yayi est parti. On a vu ce qui s'est passé. Même le général Mathieu Kékou, quand il est parti, les gens ont eu tendance à vouloir fouiller dans sa vie. Et ce vieux qui voulait aller se reposer, mais à un moment donné, on a voulu lui donner de l'insomnie. Donc, je crois que le véritable problème, c'est à ce niveau. Les gens vont militer. Soit Boni Yayi travaillera à voir quelqu'un qui va être président de la République pour commencer par fouiller la gestion de Patrice Talon pour lui donner de l'insomnie en griffe. Et Patrice Talon aussi va vouloir à tout prix mettre quelqu'un, même s'il dit qu'il ne veut pas quelqu'un qui va assurer ses arrières. Dès lors que vous gérez 5 francs du contribuable, on peut à tout moment vous trouver des choses à reprocher. Détournement dont on parle, ce n'est pas seulement prendre l'argent pour aller bouffer, mais pour acheter un portable. Et vous allez acheter peut-être un stylo, c'est déjà un détournement. Et rien que pour ça, on peut vous interpeller. Donc, je crois que les gens ne vont pas croiser les bras et se laisser faire. Des deux côtés, on se regarde en chien de faïence, on se dit comment on peut faire. Et je l'ai dit, c'est-à-dire, le président Patrice Talon a beau dire qu'il ne veut pas de quelqu'un qui va suivre derrière, mais il s'est racheté ou bien rattrapé après en disant qu'il va s'investir dans le choix de son dauphin. Ça montre clairement qu'au fond, il y a que les gens ne vont pas dormir. Il ne va pas croiser les bras, il ne va pas se laisser faire. Parce qu'au-delà de tout, même si ce n'est pas à lui qu'on trouve des choses à reprocher, c'est que c'est à ses collaborateurs qu'on va trouver des choses à reprocher. Et ça va jeter du discrédit sur son gouvernement. Parce qu'on a été tous dit la responsabilité morale. La responsabilité morale. Allez-y. Je prends la portion de phrase du président Patrice Talon qui dit qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières. Et je suppose qu'il est suffisamment confiant que même quand on fouille, on ne verra rien.
il est suffisamment conscient sur ce coup-là et c'est pourquoi il estime qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières. Justement, le risque dont je parle. Le risque, c'est que, vous savez, nous avons une manière de faire la politique au Bénin où il y a une partie de la population qui pense que ça va maintenant. Il a déjà fait 10 ans. Malheureusement. Il ne va pas nous proposer quelqu'un et on va prendre. Il n'a qu'à partir avec tout son clan. Même si la gouvernance durant les 10 ans a été propre, il y a cette partie de la population-là qui se soulève, qui estime qu'il y a un clan qui a suffisamment, qui a longtemps bouffé pendant 10 ans et qu'il faille leur donner une certaine retraite politique. C'est un gros risque que Patrice Talon est en train de prendre en voulant désigner un dauphin. Je suis rapide à dire ceci. En 1996, on a fait l'erreur de vote sanction. En 2001, vote sanction. 2006, quand Yaïboun venait, vote sanction, parce qu'on ne voulait pas le voir, les hameaux, Biotchane, on a voté sanction. En 2016, vote sanction. Le peuple béninois doit se réveiller pour dire, au-delà de tout, on peut tout reprocher à Patrice Talon. Il a fait des efforts à la tête du Bénin. Est-ce que le Bénin de 2026 à 2031, est-ce qu'il faut choisir quelqu'un en votant sanction ou bien il faut ouvrir les yeux pour savoir qui peut qui vote? Je voulais... 2021, il n'y avait pas vote sanction. Il a rempli. Je voulais finir en parlant de Mathieu Kérékou qui a eu peut-être l'ingénieuse idée de soutenir dans l'ombre quelqu'un sans forcément dévoiler que c'était Boni Yayi, son dauphin. Peut-être qu'il le ferait que Boni Yayi ne passerait pas. Donc peut-être qu'il a vu les risques liés à la désignation d'un dauphin. Il a rappelé votre sanction parce que quand quelqu'un a fini son mandat, on veut le sanctionner pour découvrir le nouvel homme fort qui vient au pouvoir. Il se fait que dans le schéma actuel du parrainage, si c'est réforme, c'était partisan et tout, si on tient vraiment compte des parrainages, Boni Yayi, il a son groupe, c'est lui qui détient, qui peut donner parrainage à des candidats. Et on l'a déjà vu faire. On l'a vu faire il y a 20 ans. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on l'a vu faire. Et Patrice Talon aussi, on l'a vu faire ces derniers temps. Donc aujourd'hui, il s'agit là pour les Béninois, non plus d'aller chercher un nouvel homme fort pour sanctionner Patrice Talon, mais de voir aujourd'hui ce que Boni Yayi a fait de 2006 à 2016 est bon pour qu'on le reconduise ou bien tenir Patrice Talon pour reconduire le gouvernement. Et c'est en cela. Mais les gens voteront, c'est le choix, c'est entre Patrice Talon. Voilà, et c'est en cela que le parrainage qui a été mis resserre un peu les choses et aujourd'hui n'offre pas d'ouverture, n'offre pas de possibilité à un troisième larron de venir se pointer pour dire bon, je suis candidat. Parce que Patrice Talon, sachant déjà que généralement c'est votre sanction que les Béninois font, il ne va jamais commettre l'erreur de donner parrainage à un autre candidat qui n'est pas de son bord. C'est en cela que on dit, et puis ça se confirme de jour en jour, l'accord de gouvernance fait qu'il risque d'avoir un seul dieu candidature pour la motion présidentielle parce qu'on ne veut pas imiter les On va finir avec vous. Je voudrais rebondir sur un sujet qui est en train de nous échapper pour répondre à Omar tout à l'heure qui parlait de Mathieu Kérékou en 2006. Je voudrais vous rassurer que vous ne verrez pas Patrice Talon faire une déclaration publique pour dire voici mon candidat. Ce sont les partis politiques qui vont agir. Pas secret. Il est analyste politique, il a un regard sur ce qu'il fait. Patrice Talon veut que ce soit... Il ne pourrait pas le faire parce que jamais il nous a dit qu'il est membre de parti politique. Patrice Talon veut que ce soit les partis politiques qui soient plus forts. Il n'est pas président d'un parti politique. Et pour l'instant, Patrice Talon n'est membre d'aucun bureau politique d'un parti politique. Vous ne verrez pas Patrice Talon prendre la parole publiquement pour annoncer le nom du candidat de son dauphin. Mais un candidat d'un parti de la mouvance présidentielle, du plus grand ou des plus grands partis de la mouvance présidentielle serait le candidat de Patrice Talon. Mais c'est justement ce que je disais depuis le début, que le jeu se ferait avec les partis politiques. Le débat qu'ils soient d'accord ou pas. Non, moi je ne sais pas s'ils sont d'accord ou pas. Ah oui, qu'ils soient d'accord ou pas, aurait déjà été fait avec les partis politiques. On va le dire, voilà les partis politiques qui vont annoncer la bonne nouvelle. Bon, si bonne nouvelle, il y a pour eux. Moi, je vais rassurer que s'il n'est pas d'accord, il va toujours quand même bon gré mal gré. Ils vont se taire et consommer. Ils vont se taire et consommer. Très rapidement, on va prendre les quelques petites minutes qu'il nous reste pour parler de politique ailleurs. C'est depuis le
le 3 mai 2025, nous avons pas loin du Bénin, juste à côté, au Togo, Fort Yassingbe, qui n'est plus président de la République togolaise, mais plutôt président du Conseil des ministres du Togo, conformément aux dispositions de la nouvelle constitution. Et donc, l'ex-président de la République cède son poste, désormais purement honorifique, on va s'habituer, hein, Jean-Lucien Savy de Tobé. La 5e République est ainsi lancée. Et cher monsieur, oui, on a commencé avec la réforme constitutionnelle et autres, mais les choses sont allées très vite. Il faut installer son royaume. Vous pensez? Oui. Nous sommes dans une république. Roi à vie du Togo. Nous sommes dans une république. Roi à vie, oui, mais écoutez, c'est la réalité, non. Nous sommes dans une république, oui. République du Togo, oui. Mais royaume, pas au-delà du tout. Et puis, il a été ingénieux. Quand on citera le président du Bénin, d'Afrique, on ne dira plus jamais que Faure est président depuis 2005, depuis le décès de son père. Il n'est plus président de la République. Il a trouvé la formule. Sauf que, quand même... Une formule acceptée par le peuple togolais. Non, c'est ce que... Non, l'Assemblée nationale... Laisse-moi finir. Le peuple togolais a voté pour les députés. Sur les 118, il y a eu 113 du Parti uni. Et la révision constitutionnelle a été validée par les députés du Parti uni. Les dispositions contenues dans cette révision constitutionnelle sont appliquées par les Togolais. C'est vrai que nous avons l'opposition togolaise qui a réagi et qui condamne, mais c'est une loi de la République. Oui, et elle est acceptée. Je note deux choses. Oui. La première, c'est que on ne dira plus, comme l'a dit Laurent, que c'est les Yassingbe qui sont présidents de la République au Togo depuis le nombre d'années que nous savons. Ça fait la première. Il a réglé définitivement ce problème. Voilà. Deuxième chose, je note que c'est chaque pays ou chaque peuple qui définit son modèle de développement, son modèle de démocratie, même je dirais. Si vous dites ça, les gens vont dire ça ailleurs. Donc, pourquoi pas? Non, il a dit chaque peuple. Oui, mais c'est pas ce qui se passe là. D'aucuns diront que nous sommes passés d'une démocratie anarchique à une démocratie Nescafé, que nous sommes maintenant dans une démocratie encadrée. Bon, on a quitté une démocratie honteuse pour être dans une démocratie encadrée. Donc, c'est chaque peuple qui définit. Je note également que, par calcul mathématique, les députés à l'Assemblée nationale ont été désignés par le peuple. Donc, ils sont le peuple. Eux désignent le président de la République. Nous sommes dans un régime parlementaire désormais. Eux désignent le président de la République et le président du Conseil des ministres. Donc, de façon... Par acclamation oui, donc c'est toujours le peuple. C'est le prolongement du peuple qui désigne ces deux personnalités-là. Et donc, Faure Yassingbe, pour moi, a été dans une posture très subtile pour contourner tout ce qu'on dit de lui par rapport à un règne qui dure depuis des éternités. Il a réglé ce problème. Que dites-vous de ce modèle? C'est un modèle à expérimenter. Calqué sur le modèle allemand. Le Togo. Le modèle allemand. Ils sont terribles au Togo. Ils ne sont pas terribles. Ils ne sont pas terribles. Ils sont terribles. C'est qu'il y a ses réalités. C'est que depuis que j'ai eu l'information, depuis qu'ils ont voté la Constitution et tout ça, là, je lis, je réfléchis. Je dis, mais comment ils en sont arrivés à ce niveau les révisions se font de façon nocturne. Où quelqu'un est président de la République, mais très très faible, et un président du Conseil le président de la République fédérale d'Allemagne s'appelle comment? Le président d'Israël s'appelle comment? Le président britannique s'appelle comment? On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On ne voit que les premiers ministres et les chanceliers. Donc c'est un modèle que le Togo a inventé qui peut faire école. Non, pas inventé. Non, cette école... Ils l'ont fait à leur manière. C'est pas fait à leur manière. Non, je disais que, bon, quelquefois, c'est pour faire l'économie à l'État togolais. Vous avez parlé de rationalité, de rationalisation. Non. Écoutez, vous savez, le peuple togolais ne réagit pas. Et vous savez pourquoi? Et pourquoi? Ils ont connu dans leur vie une fois une guerre civile. Ils savent ce que ça coûte. Aujourd'hui, ils se disent, écoutez, remettons-nous seulement à Dieu. Mais les Togolais n'en font même pas une histoire. Ils s'en foutent. Est-ce qu'ils sont heureux? Ils s'en foutent pas. Ils s'en foutent pas. Non, les Togolais ne s'en foutent pas.
C'est juste qu'on les a contraints au silence. Oui. C'est juste qu'aujourd'hui, les L'opposition ne veut pas. L'opposition ne veut pas vous parler. Vous pensez que l'opposition a les coups de défense pour organiser des manifestations du Togo? Non, je pense que ce qu'il faut faire en tant qu'analyste, je pense que ça ne sert à rien de faire l'apologie d'un tel régime bancal. Il faut dire tel quel, pour pas que ça fasse école ailleurs. Parce que justement, vous savez, ici, Christian, vous permettez, je finis en deux mots. Je finis avec céder sa place. S'il faut avec céder sa place à quelqu'un d'autre, on aurait compris. Je finis en deux mots. Mais il a cédé sa place. Il est aujourd'hui, il serait hasardeux aujourd'hui de faire une analyse de la situation au Togo sans recourir à Gnassingbé Yadimon. Ça fait 38 ans de règne avant qu'il ne cède le pouvoir d'une manière qu'on ne connaît pas à son fils. Le fils a pris à son fils. Qui a fait 20 ans et qui aujourd'hui fait une réforme où il devient président du Conseil des ministres et il fait du nonagénaire, 86 ans, avec Khan. Il dit que le président doit être quelqu'un qui a au moins 50 ans. Donc, il est resté dans la dynamique. Pour 86 ans, qui tient la canne. Et aujourd'hui, on va nous dire, oui, le président de la République Togo, c'est Julien, Jean-Lucien de Tové. Je pense qu'en réalité, il faut revoir les choses et aujourd'hui donner envie aux jeunes de faire de la politique sans forcément chercher à triper tous les tests. Non, merci à vous. Il faut dénoncer la situation parce que ça se passe à côté. Laurent Toninkes, merci. Et il faut préciser que les élections au Togo sont scellées. Dit que les populations ont voté pour les députés, c'est quand même faire une mauvaise lecture. Les élections sont merci Laurent. Merci à vous, Omar Salouf, Herman Agnamoussou, merci. Olivier Kolou, merci. On va donner la parole, on va revenir sur le premier sujet, donner la parole à notre expert sur la question du Dauphinat à l'aune du nouveau système partisan. Nous nous inscrivons dans une démarche, je dirais, pédagogique avec notre consultant dans l'œil de l'expert, Dr Patrick Henou. Il est sociologue politiste, il est chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il répond à nos questions. Tout système politique prévoit que, à terme échu, donc qu'on trouve des mécanismes pour renouveler le personnel politique. Et c'est au nom donc, de ce préalable, de ce principe, que nous avons en démocratie ce qu'on pourrait appeler la concurrence politique, la concurrence électorale, pour permettre à des partis politiques d'obédience diverses de challenger et de lutter pour accéder au pouvoir, donc pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tout parti politique, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, a pour mission donc d'animer la vie politique et de conquérir finalement pour exercer le pouvoir d'État. Il peut arriver que dans ce processus-là, certains partis échouent. S'ils échouent, ils reviennent de force par le travail qui est fait et espérer vraiment conquérir après le pouvoir. Et donc, c'est au nom de ces éléments intangibles que l'on parle de l'alternance au sommet de l'État. Et donc, la succession entre en ligne de compte pour le renouvellement du personnel politique, pour le renouvellement et la continuité de l'action publique, puisque les gouvernants élus ont pour mission de conduire à terme l'action publique en lien avec la demande sociale. La succession pour un parti politique ou pour des partis politiques de la mouvance suppose que, à l'occasion des élections, ces partis politiques soit se mettent ensemble pour faire en sorte que le pouvoir ne leur échappe pas, c'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre des mécanismes de reconquête du pouvoir d'État et faire en sorte que
l'on ait une certaine pérennité face à la gestion des affaires publiques. Mais de l'autre côté, il y a les opposants qui ont pour mission également d'aller à la conquête. Et donc, devraient faire en sorte que on positionne des candidats susceptibles de faire en sorte que l'on pérennise les idéaux du parti. Puisque ce sont ces idéaux-là qui vont être traduits en actions concrètes sur le terrain à partir donc de l'élection ou à partir de la sélection des gouvernants. Et donc, la succession, le dauphinat va être considéré comme les dispositions que l'on prend au sein d'un parti politique pour que le pouvoir reste au sein de ce parti politique ou que ceux qui sont chargés de gérer même le parti politique, une fois quittés, trouvent des moyens de mettre d'autres qui soient capables d'incarner ces idéaux-là de ce parti politique. Et c'est en cela que le dauphinat demande que l'on fasse l'arrimaille nécessaire avec la volonté de conquérir le pouvoir d'État ou de préserver la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Les critères liés au dauphinat ne sont pas des critères pris au hasard. En réalité, un parti politique, si on considère la réforme du système partisan, par exemple, ce sont les partis politiques qui ont pour vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Mais il y a toujours un homme qui gère. Et à la fin de son mandat, et au nom donc du principe de l'alternance au sommet de l'État, ça veut dire que le poste est mis en jeu. Une fois que le poste est mis en jeu, au sein donc du parti qui a porté l'acteur majeur dont le mandat est venu à terme, on doit trouver au sein donc de ce parti-là un mécanisme pour le remplacement de cet acteur majeur. Mais il se fait que souvent, si on considère l'élection présidentielle, c'est le président de la République, mais qui se fait remplacer. Parce que lui, s'il a fini 2 mandats constitutionnels, théoriquement, il ne peut plus. À partir de cet instant, il faut trouver une autre personne, un autre personnage, un autre leader au sein du parti, susceptible de continuer l'œuvre entamée. Et dauphinat, pourquoi? Parce que celui qui s'en va, étant une voix prépondérante du système, peut peser lourd dans la balance en termes de choix de ce dauphin-là. Et donc, le dauphinat peut être personnalisé si la toute-puissance liée au choix de ce dauphin-là est concédée au leader qui est à la fin de son mandat. Le risque lié à ça, c'est que ce dauphin qu'il désigne peut ne pas être accepté par les autres membres de son camp. Et là, il y a risque de fissure, risque de cassure. Donc, risque que le bloc constitué se disloque. Et c'est ce qui est important de relever en termes de risques liés, n'est-ce pas, au dauphinat. Vous aurez constaté dans l'histoire politique du Bénin, en 2016 par exemple, que le président de la République d'alors, Boni Yayi, avait fait en sorte que ce soit Zinsou, Lionel Zinsou, qui pérennise son action politique. Et vous avez vu par la suite, Lionel Zinsou n'a pas été accepté par tous ceux-là qui soutenaient l'action du président Boni Yayi à l'époque. Il y en a qui étaient un peu dans la position décrite par Albert Olivier Richman,
à savoir l'exit option, c'est-à-dire la sortie, et qui l'ont manifesté, la sortie du système, l'un dans l'autre, c'est que finalement, il s'est trouvé des membres influents du bloc qui n'ont pas exprimé leur désapprobation, mais qui, sur le terrain, n'ont pas soutenu le candidat Zissou. Et donc, vous voyez, le processus de légitimation du dauphin, qui pourrait être accepté donc comme tel par l'ensemble de la classe politique, soutenant l'action donc du gouvernement à l'époque, cela a fait défaut. Et donc, c'est un risque que le choix du président ne soit pas le choix de l'ensemble ou de la majorité des partis politiques qui soutiennent l'action du président en exercice. Pour qu'il en soit ainsi, ou si vous voulez, pour que le succès soit l'élément fondamental qui doit guider les actions, il faut que le choix du dauphin soit mis en débat et que le processus de sélection de ce dauphin-là soit un processus assez lisible, objectif, inclusif, pour que effectivement on rentre dans la logique de sélection et par le biais des primaires, par exemple, et là, ça va porter. Mais si on fait un passage en force, les mêmes causes risqueront de créer les mêmes effets. Voilà, ce sera tout pour ce numéro du Grand Rendez-vous. Merci à chacun et à tous. Portez-vous bien. Au revoir.